Vive l'oisiveté. Est-ce qu'on en fait trop? Alors, je vais t'expliquer. Bonjour. Bonjour, le titre de l'épisode aujourd'hui est Vive l'oisiveté. Est-ce qu'on en fait trop? Avant de t'expliquer le titre, je vais te donner la réponse courte à cette question. La réponse est oui, je trouve que la société contemporaine nous pousse à en faire toujours plus. Elle nous entraîne dans un rythme effréné dont il est difficile de s'extraire pour de multiples raisons. Ça peut être la peur de manquer, FOMO. En anglais, on appellerait ça FOMO, Fear of Missing Out, en français, la peur de manquer. Ou alors l'attrait irrésistible de faire des choses intéressantes ou amusantes, ou encore les contraintes auxquelles on ne peut échapper comme le travail professionnel ou domestique, les notifications incessantes qui créent de nouvelles envies et nous remplissent le crâne de bruits et d'infos pas toujours utiles, notre circuit de la récompense est perturbé. On s'est créé le besoin de stimulation perpétuelle, comme une drogue, et on ne sait plus s'ennuyer. Petite parenthèse, point de grammaire parce qu'on est là pour améliorer notre français. On est là pour s'améliorer en français. Comme promis, petite pause, petit point de grammaire parce qu'on est là pour s'améliorer en français. Donc le titre de l'épisode, est-ce qu'on en fait trop? Le « en » du titre représente des choses. Est-ce qu'on fait trop de choses? Mais trop en faire ou en faire trop sont des expressions idiomatiques et on n'a pas forcément besoin de préciser ce qu'est le « en ». Avec le contexte, notre interlocuteur sait en général de quoi on parle, ou y met son propre ressenti, ce qui peut être un peu différent du mien. Et c'est la beauté de la communication humaine, on n'est jamais sûr que ce qu'on transmet va être reçu à l'identique. Et je vais t'expliquer le mot oisiveté un petit peu plus tard. Mon introduction va être un peu philosophique, une réflexion sur le sens de la vie, mais ensuite je vais te parler de ce que ça a à voir avec l'apprentissage d'une langue étrangère et d'une chose que tu peux faire qui va t'aider à progresser en continu, même si ça paraît contre-intuitif au départ. Allez, c'est parti. Alors premièrement, pour quelles raisons a-t-on cette tendance à accumuler des choses, des expériences, des informations? En ce moment, par exemple, je suis dans une période où j'écoute des audiolivres écrits. Par des personnes qui font partie de ce qu'on appelle une minorité, en l'occurrence, des personnes avec un handicap et ou racisées. Un thème qui revient souvent dans ces livres est la pauvreté et des obstacles toujours plus nombreux pour des revenus qui stagnent. J'avoue que ça me fait beaucoup réfléchir. Mais j'ai aussi besoin de faire des pauses de ce type de livre parce que tant de dysfonctionnements dans la société, c'est déprimant. Enfin bon, moi j'ai cette chance de pouvoir m'extraire de cette situation et retourner à une forme d'ignorance pour continuer ma petite vie tranquille. Bon, pour en revenir à ces obstacles, par exemple, pour faire les démarches en ligne, il faut un téléphone ou une tablette connectée à Internet. Pour conserver sa nourriture, il faut un frigo en bon état de marche. Pour se déplacer, un véhicule qui entraîne tout un tas de coûts associés. Et si tu habites aux États-Unis, dans la plupart des villes, un véhicule c'est nécessaire. Et si tu habites à la campagne, dans tous les pays du monde, j'imagine, si tu n'as pas de voiture, tu es vraiment bloqué. Il y a beaucoup de choses que tu ne peux pas faire ou tu dépends des autres personnes autour de toi. Donc c'est des choses qui paraissent si simples, mais qui ne le sont pas pour tout le monde. Parce que quand on additionne tous ces coûts, notre niveau de vie de base est quand même assez élevé pour réussir à fonctionner dans la société moderne. Et pour en revenir aux personnes handicapées, elles sont plus souvent victimes du chômage et de la pauvreté, alors qu'elles ont les revenus les plus faibles et les frais les plus élevés. Certaines personnes s'en sortent correctement, mais ce n'est pas le cas de la majorité. Les statistiques sont assez impressionnantes. Mais ce n'est pas limité à ces personnes. Elles ont des obstacles supplémentaires, mais de plus en plus, en général, on travaille pour gagner de l'argent, pour consommer des biens et services.
certains essentiels parce que la société est faite comme elle est, et d'autres pas toujours essentiels. Mais on a aussi envie de se faire plaisir, ce qui est bien naturel. Et d'un autre côté, on doit aussi penser à créer une épargne ou un patrimoine pour nos vieux jours, car vieillir coûte cher et on ne sait pas comment sera la solidarité de notre communauté, que ce soit la famille ou le gouvernement. Comment elle s'exprimera, comment elle nous aidera ou non dans cette période de notre vie. Mais à un moment, je pense qu'il faut se poser des questions. Quel est le sens de cette course à l'accumulation ? Quel est le sens que certains gagnent des milliards tandis que d'autres n'ont rien ? Et pour des raisons à la base complètement arbitraires, telles que le pays ou le milieu où on est. Quel est le sens de détruire l'environnement pourquoi au juste ? Je ne sais pas trop en fait. Et d'autant plus qu'on n'a toujours que 24 heures et que notre cerveau n'évolue pas au même rythme que la puissance des ordinateurs. Donc, si on parle de la consommation incessante d'informations ou d'apprentissage, de choses qu'on a envie de faire et qu'on a envie d'apprendre, nos capacités d'absorber des connaissances n'augmentent pas de façon exponentielle. Notre temps libre se remplit presque inévitablement et les exigences de performance augmentent. Donc, tu vois, on nous en demande toujours plus, on en veut toujours plus. Mais à un moment donné, ça coince. Et c'est là qu'on commence souvent à se blâmer soi-même, à se concentrer sur nos insuffisances, ce qui nous entraîne dans une spirale négative. Et on est souvent incapable de s'auto-réguler, que ce soit en termes de désir d'accumuler des choses ou des connaissances, ou dans les sentiments que ça génère chez nous. Donc, je ne veux pas tomber non plus dans le « c'était mieux avant », car non, tout n'était pas mieux. Par exemple, le temps libre couplé à la capacité d'en profiter est depuis longtemps un luxe, notamment à cause des systèmes d'exploitation des humains par d'autres. Mais bref, beaucoup de choses qui sont censées apporter un progrès, comme libérer du temps libre, finissent par conduire à des excès, à révéler un côté négatif et à entretenir, voire renforcer les systèmes de domination. C'est un peu la spirale dans laquelle on est prise en ce moment. Et si on parle de l'apprentissage, parlons du toujours plus dans ce domaine, avec un petit peu de neurosciences. Donc, on veut toujours être plus rapide, plus parfait, plus raffiné. Ça, c'est en tant qu'apprenant. On veut apprendre plus vite, on veut parler plus vite, on veut être parfait, on veut parler de façon élégante, etc. Mais en face de nous, les natifs, ou les personnes qui maîtrisent très bien la langue, parlent plus vite. C'est en fait, si tu regardes des films des années 50 et des films des années contemporaines, les acteurs, tout se passe plus vite. Les actions, voilà, le rythme est beaucoup plus rapide. Et d'un autre côté, les échanges oraux, même en entreprise, deviennent moins formels, ce qui crée une distance entre ce que tu apprends et la vraie vie. Tu dois aussi faire face à des promesses marketing disant, au moins en surface, que tu peux parler couramment en 2 ou 3 mois. C'est pas vrai. Tu peux parler couramment dans un contexte très limité, restreint, que tu as beaucoup pratiqué en 2 ou 3 mois, oui, mais tu parles pas couramment toute la langue dans toutes les situations. Et on a aussi le fonctionnement addictif des applications qui te fait croire que tu ne dois pas interrompre ta série, sinon tu vas ruiner tout ce que tu as fait jusque-là. On se met une pression pour ne pas interrompre nos séries, parce que sinon l'application nous envoie plein de signaux et on se sent mal, alors que c'est pas ça du tout qu'il faut faire. En fait, tout ça, tout ce que je viens de décrire, ça s'oppose aux besoins naturels du cerveau. Le cerveau a besoin de répétition pour apprendre, oui, mais aussi de pause pour avoir le temps de traiter l'information, de se reposer, de s'auto-nettoyer, de s'ennuyer pour promouvoir la créativité. Est-ce que tu as déjà entendu parler du mode par défaut ? Plus précisément, le réseau du mode par défaut, MPD en français, ou DMN, Default Mode Network en anglais. Le MPD, ce sont des zones qui sont activées dans notre cerveau même quand on ne pense à rien de spécial ou qu'on laisse vagabonder nos pensées sans se concentrer sur une tâche
et surtout sans essayer de résoudre un problème. Tu le sais peut-être déjà, mais c'est toujours bon de le rappeler, on ne compte plus les études scientifiques qui démontrent que notre cerveau a besoin de downtime, de temps mort, de ces moments où on ne le sollicite pas. Je vais te résumer brièvement en quoi les pauses sont bénéfiques dans l'apprentissage et je te mets les liens vers mes sources dans les notes. Donc, pendant ces moments qu'on pourrait appeler d'oisiveté, donc c'est le titre de l'épisode, l'oisiveté, être oisif, O-I-S-I-F, oisif, c'est ne rien faire de spécial. C'est un mot de vocabulaire avancé et un peu formel, mais il est joli, ça fait penser à oiseau, oisif, oiseau, alors je ne veux pas passer à côté de l'occasion de l'utiliser. Et tiens, d'ailleurs, en fait, je l'ai écrit dans le texte et j'ai fait le titre de l'épisode. Je l'ai ajouté dans le titre de l'épisode après pour le mettre en valeur. Donc pendant ces moments d'oisiveté, le cerveau consolide les informations apprises récemment. Ça se passe en particulier pendant la nuit et c'est pour ça que le sommeil est important, mais pas seulement. On traverse au cours de la journée et aussi juste avant le sommeil des phases qui engagent le mode repos, Resting State Network. À ce moment-là, le cerveau va faire le tri, sélectionner les informations qui sont les plus importantes, qui répondent à un besoin, et rejouer les schémas qui se sont passés avant pour renforcer les connexions neuronales et imprimer l'information dans la mémoire. Bon, malheureusement, souvent, on a besoin de plusieurs répétitions. C'est pas un processus simple. Ou alors, parfois, l'information est encodée dans notre mémoire, mais on oublie le chemin pour y accéder. Ou encore, on se mélange avec un concept proche et on n'arrive pas bien à séparer les deux. Par exemple, entre deux mots de vocabulaire qui ont une sonorité similaire. Mais ce mode repos a une autre fonction tout aussi importante, d'ordre psychologique cette fois. Ce sont des moments où le traitement des événements vécus, des interactions sociales et des émotions est particulièrement actif. On va se rappeler de certaines situations, se projeter dans le futur, se poser des questions d'ordre moral ou éthique, se rappeler de nos valeurs profondes, etc. Quand on évolue dans un environnement peu familier, par exemple quand on parle une langue étrangère et qu'on est confronté à de nombreux challenges, on peut sentir à quel point les temps morts sont utiles pour nous laisser le temps d'absorber les chocs du chemin. L'oisiveté, ou s'engager dans un processus machinal qui permet de débrancher notre cortex préfrontal, le cerveau conscient engagé dans la résolution de problèmes, ça nous donne du temps. Ça nous donne du temps pour prendre du recul et laisser notre cerveau analyser ce qui s'est passé et apprendre de ce qui s'est bien ou mal passé. Prendre du temps sans se concentrer sur les problèmes, en lâchant prise et en le laissant faire son boulot en arrière-plan, est ce qui nous permet d'apprendre et d'améliorer nos interactions sociales, en plus de consolider l'apprentissage d'informations plus factuelles. Par exemple, je vais te mettre le lien dans les notes, mais dans un article intitulé Rest is not idleness, Implications of the Brain's Default Mode for Human Development and Education, Mary Helen Imordino-Yang, Joanna A. Christodoulou et Vanessa Singh attirent notre attention sur le contraste entre l'attention tournée vers l'extérieur, external attention, everything that requires our attention, work, phone, people around us. Donc, il y a un contraste entre cette attention tournée vers l'extérieur et la réflexion tournée vers l'intérieur, internal reflection. Cette dernière se produisant pendant les temps où on laisse notre esprit vagabonder librement. Les autrices de cet article nous invitent à trouver un équilibre et à entretenir les deux. Et même l'oubli est utile dans le cadre de l'apprentissage. C'est une fonction importante parce que l'oubli nous oblige à faire des efforts pour nous souvenir,
et donc à mettre en place des stratégies pour ne plus oublier. Et en faisant ça, on renforce les circuits neuronaux et notre mémoire. Même si, je te l'accorde, c'est très frustrant quand tu as un mot sur le bout de la langue ou quand tu sais que tu connais cette information mais que tu ne la retrouves pas au moment où tu en as besoin. C'est juste une étape de plus dont tu as besoin pour construire cette mémorisation. Donc, qu'est-ce que tu peux faire concrètement pour améliorer ton apprentissage en connaissant toutes ces informations et ce fonctionnement du cerveau? Donc, ce que tu peux faire, c'est consciemment ralentir. Tu n'es pas obligé de suivre le rythme effréné que tout le monde semble adopter autour de toi. Et peut-être que tu inspireras d'autres personnes à faire de même. Même quand tu parles, au lieu de vouloir imiter ton interlocuteur, si tu ralentis, avec l'effet des neurones miroirs, c'est peut-être ton interlocuteur qui va adopter ton rythme et ralentir. En plus, ta prononciation sera meilleure et tu auras plus de temps pour construire tes phrases et trouver tes mots. Ce n'est pas une course. Deuxième chose, régulièrement, pense à prendre des pauses sans culpabiliser. Si cette pause te permet de te régénérer, de diminuer le stress, alors ce sera bénéfique. Je te conseille quand même de garder un lien avec la langue pour entretenir de façon passive et plaisante, mais pense à relâcher la pression, pas de stress. Pense à une montgolfière, hot air balloon. Une montgolfière. Ces moments de pause, c'est un peu comme de permettre au cerveau de libérer du gaz, de générer un courant, de réchauffer l'air qui, au final, te fera monter un petit peu plus tard. Alors, quand faire une pause? Mais comment tu sais que tu dois faire une pause? Quand est le bon moment pour faire une pause? Je dirais que la première étape repose sur la connaissance de soi, sur l'observation de notre état mental. Si on est attentive, on sent monter cette sensation d'overwhelm. Désolée, il n'y a pas un mot aussi adapté en français, mais on pourrait dire ce sentiment de surcharge mentale, ce stress, cette impression que notre cerveau ou notre vie est en sur-régime, overdrive, sur-régime. Un peu comme de constamment courir un sprint au lieu d'être dans une course tranquille, à un rythme qui nous permet de respirer sans grande difficulté. C'est à ce moment-là que ton corps te dit qu'il a besoin d'une pause. Écoute-le au lieu d'attendre et de crasher, de t'effondrer soudainement. Si tu ne sais pas, je ne sais pas si tu connais ce proverbe français « Qui veut voyager loin ménage sa monture ». Une monture, dans ce cas, c'est un cheval ou tout autre animal qu'on peut monter, qui nous transporte sur son dos ou qui nous aide à porter une charge. Ménager quelqu'un, c'est en prendre soin. Éviter qu'il ou elle fasse des efforts trop importants. Et le « qui » au début de la phrase n'est pas un pronom interrogatif, mais un pronom qui signifie « la personne qui ». Donc, qui veut voyager loin ménage sa monture. En français plus simple, ça ferait « la personne qui veut voyager loin », au sens propre comme au sens figuré, doit prendre soin de ce qui lui permet d'avancer, que ce soit un animal ou notre propre corps. Chaque personne est différente, on n'a pas tous et toutes les mêmes réserves d'énergie et ça peut changer au cours de notre vie. Ce qui a inspiré. Pour finir, comme d'habitude, je vais te dire quelques mots sur ce qui a inspiré cet épisode. Eh bien, c'est l'envie de partager des faits importants sur la façon d'apprendre une langue étrangère. Donc, comme j'ai dit plus haut, mes lectures m'ont inspiré sur le fait de vouloir toujours plus, mais aussi mon impuissance face au constat qu'on est engagé dans une rat race, une course effrénée, et qu'on n'a pas d'autre choix que d'y participer si on ne veut pas affronter l'incertitude d'adopter un mode de vie alternatif et pas toujours confortable, mais aussi le revers de la médaille de mon étude intensive du japonais depuis 2 ou 3 grosses semaines. Comme j'ai rien à faire à l'école, mais que je dois être présente à mon bureau, je passe la plupart du temps à étudier. Souvent, j'étudie même encore un peu le soir en rentrant, même si c'est de façon plus passive. Et le côté positif,
c'est que j'ai noté des progrès et mon vocabulaire s'est enrichi, ça c'est sûr. Ma compréhension orale est aussi un peu meilleure. Mais ça génère aussi des moments de frustration de deux sortes que je vais te décrire rapidement. La première frustration, c'est que j'ai l'impression d'avoir plein de phrases et de mots qui, en quelque sorte, flottent dans un brouillard dans mon cerveau. Mon cerveau est plein du rythme du japonais et a inconsciemment absorbé plein de tournures idiomatiques. Malheureusement, elles sont encore trop loin. Je ne peux pas les atteindre quand je le souhaite pour produire mes propres écrits ou mes propres phrases. Et c'est très frustrant. Mais honnêtement, cette situation n'est pas limitée à la pratique d'une langue étrangère. Ça m'arrive aussi en français où j'ai été nourrie par la littérature, les chansons, les artistes des mots et je ressens aussi mes limitations et cette frustration. D'autant plus lorsque je ne pratique pas à un haut niveau pendant longtemps. Par exemple, si je travaille plus en anglais pendant quelques mois ou quelques années, mon français semble régresser. Ça m'arrive moins depuis que j'enseigne et depuis que je fais le podcast et les newsletters. D'ailleurs, pense à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Le lien est dans les notes de l'épisode. Mais je l'ai vraiment ressenti quand j'étais à Vancouver et que toute la communication de mon café-pâtisserie était faite en anglais. Et que tout mon environnement, sauf les employés de la pâtisserie, était anglophone. Entretenir ses compétences de trouver les bons mots, d'arranger les phrases d'une manière claire, convaincante et ou harmonieuse demande une pratique active et régulière. Et je sais que c'est un problème que rencontrent beaucoup de profs non natifs qui enseignent à un niveau école élémentaire ou école collège, voire même lycée, où le français que tu pratiques, il est limité à des niveaux assez bas ou intermédiaire inférieur. Donc je sais que c'est un défi et que ça demande une pratique en dehors de ton métier en fait, en dehors de ton environnement de travail. Donc ça te demande du temps supplémentaire. Mais si tu penses aussi à ta langue maternelle ou à ta langue première, celle dans laquelle tu es le plus à l'aise et au moment où tu t'exprimes le mieux, c'est probablement sur des sujets dont tu parles régulièrement, ton passé, tes passions, ton travail ou ton domaine d'expertise. Par exemple, concernant le domaine d'expertise, si l'anglais n'est pas ta langue maternelle, mais que tu travailles ou étudies en anglais, tu es probablement plus à l'aise sur ce sujet en anglais que dans ta langue maternelle. Est-ce que je me trompe? Je sais que c'est mon cas quand il faut parler de coaching linguistique ou de marketing. Je suis plus à l'aise en anglais. C'est pour ça que je travaille sur un cours pour permettre au niveau avancé de se perfectionner en français via l'écriture, qui offre le temps de la réflexion. Donc pour vraiment avoir cette pratique intentionnelle de haut niveau pendant laquelle on va prendre du temps. Donc ça s'appelle My Word, My World in French et ça commencera en septembre. Mais tu peux déjà t'inscrire sur la liste d'attente pour recevoir les infos. Le lien est dans les notes de l'épisode. Le titre français, Mon monde en français, permet plus difficilement de faire un jeu de mots subtil sur My World et My Word. Donc j'ai choisi d'y aller avec un titre en anglais. Désolée pour les personnes qui trouvent que l'anglais envahit trop le français. Mais je trouve que mes mots, monde en français, ça marche moins bien. Mais quoique maintenant que je l'écris, ça peut passer aussi. Mais je pense que je vais quand même garder le titre en anglais. Et deuxièmement, une deuxième frustration que je voulais aborder aujourd'hui, c'est avec le cours de shadowing que je suis, donc le programme de shadowing où je m'enregistre chaque jour. En fait, ça me permet de me rendre compte que j'ai développé certains automatismes sur des enchaînements de syllabes, par exemple. Ce qui est d'ailleurs la façon dont les bébés commencent à apprendre une langue. Leur cerveau est doté d'un algorithme surpuissant qui analyse les sons et en déduit des mots et des schémas linguistiques. Si tu veux en savoir plus, je te recommande de lire The Bilingual Brain d'Albert Costa. Ces automatismes qui étaient d'ailleurs en version espagnole, qui a été traduit en anglais puis en français. Donc, selon la langue que tu préfères, tu peux le trouver probablement dans ta langue, la langue que tu préfères pour lire. Donc, ces automatismes qu'on développe
nous aident souvent. Mais quand tu veux introduire un enchaînement nouveau ou moins familier, c'est là que tu fais des erreurs qui sont difficiles à corriger, car tu dois briser une connexion neuronale qui s'est automatisée pour construire un nouveau chemin. Donc forcément, ton cerveau qui veut économiser son énergie proteste et te rend la tâche plus difficile. Il veut toujours emprunter le chemin le plus facile. Yeah, that one's good enough. C'est pour ça, par exemple, que si tu as pris l'habitude de parler au passé composé quand tu as commencé à apprendre le français, c'est difficile de rajouter l'imparfait plus tard dans ton apprentissage, quand tu as déjà acquis certains automatismes. Ou alors quand on rajoute le conditionnel passé à ta liste de grammaire, alors que tu as déjà trouvé des moyens alternatifs de t'exprimer dans les situations où tu devrais l'utiliser. Les mots incorrects sortent de ta bouche avant même que tu aies eu le temps d'y penser. Tu ne peux rien y faire sur le moment, mais si tu en prends conscience, tu peux essayer de travailler sur ce point dans ton temps libre pour t'entraîner à pratiquer le schéma correct. Point numéro 3 des frustrations, je l'ai dit dans l'épisode précédent. Point numéro 3 des frustrations, ça concerne le vocabulaire. Je l'ai dit dans l'épisode précédent, on ne peut absorber qu'un nombre limité de nouveaux mots dans une période donnée. Il n'y a pas de nombre magique, ça dépend des gens et même des périodes, mais à un moment donné, notre cerveau est saturé et on ne peut plus absorber de nouvelles choses. Si j'insiste, que j'essaye d'en apprendre toujours plus, que je ne fais pas de pause, je ne laisse en réalité aucune chance à mon cerveau de faire ce tri et sur le long terme d'apprendre durablement. Donc c'est contre-productif. Je vais juste nourrir cette frustration de ne pas réussir à retenir ou à retrouver tout ce que j'apprends. Donc fais une pause, respire, continue la pratique passive sans te mettre de pression, parce que plus tu consommes de contenu et plus tu seras exposé à ces mots en contexte, et au bout d'un moment, ça portera ses fruits. Et tu verras que l'effet montgolfière que j'ai mentionné tout à l'heure va arriver naturellement. Ton vocabulaire va augmenter, notamment d'une façon inconsciente ou subconsciente. Donc n'essaye pas d'apprendre absolument tous les mots de la langue. Laisse-les aussi venir plus naturellement. Et finalement, le dernier problème, c'est qu'en ce moment, je reste beaucoup à mon bureau pendant la plupart de la journée, avec peu d'interactions sociales car tout le monde, sauf moi, est occupé dans la salle des profs. Ensuite, je suis assise seule chez moi. Donc, il manque à ma journée 2 éléments importants pour favoriser l'apprentissage. Le mouvement et l'activité physique qui permettent d'aérer le cerveau et de prendre soin du corps. Et les interactions sociales qui permettent d'apprendre d'une façon différente, de mettre en application aussi ce qu'on a appris, de faire des erreurs, de se corriger, d'avoir des corrections des autres et de créer une connexion émotionnelle avec la langue via la communication. Donc moi, aujourd'hui et même ce week-end, j'ai fait une pause de l'étude intensive du japonais. J'en ai fait un petit peu, mais je sens que la semaine dernière, j'en ai trop fait et j'avais la tête comme une pastèque. Alors, pour varier les plaisirs, aujourd'hui, vendredi, je prends le temps d'écrire le podcast. Et ce week-end, je suis allée retrouver mes amis danseurs à Kobe, ce qui m'a donné l'occasion de parler en japonais avec ceux qui ne parlent pas anglais. Donc, c'était vraiment d'écouter beaucoup aussi. Donc, c'était vraiment une chouette pause pendant 3 jours où j'en ai fait un peu moins, mais où j'ai en fait énormément appris. Donc, voilà. Pour en revenir, en conclusion, pour revenir à ma question de départ, si je trouve qu'on en fait souvent trop, je ne veux pas forcément te dire d'en faire moins. Au final, tu fais ce que tu veux et ou ce que tu peux. Mais j'aimerais juste t'inviter à examiner ton emploi du temps et ton mode de vie pour éventuellement faire des choix différents ou continuer si tu en es satisfait ou satisfaite. Alors, est-ce que tu fais assez de pauses pour laisser les infos infuser dans ton cerveau? Est-ce que tu arrives à gérer ton impatience et à te laisser le temps de progresser à un rythme confortable pour toi? Si tu as des difficultés avec ça, alors le programme Feuille de route pourrait t'aider et je te mets le lien dans les notes de l'épisode. Et c'est tout pour aujourd'hui, mais on se retrouve très bientôt dans My Polyglot Life en français. Ciao, ciao!